Donc bonjour à tous. Bienvenue à ce sprint 46. EasyParse EasyMesure. On l'a commencé le 18 décembre et on le termine aujourd'hui le 28 janvier. Sprint 46. Alors en ce moment, on a du mal à trouver des focus de fonctionnalités sur les sprints. Donc on se rabat sur les, vous en êtes aperçu, hein, on se rabat sur les numéros de sprint. Donc sprint 44, sprint 45, la dernière fois on vous avait fait un 45 tours à 3 faces. Et cette fois-ci on vous parle du 46, du numéro 46 qui est un nombre un peu particulier puisque il est à la mode en ce moment. Oui, il est à la mode. C'est le 46e président des États-Unis a été élu. On a 46 chromosomes. C'est les noces de lavande. C'est le nombre atomique du palladium. Et c'est un nombre qui s'appelle un triangulaire centré. C'est-à-dire que vous voyez le schéma, là, ce chiffre 46, on peut le représenter par un triangle comme ça, qui est la somme de tous les autres nombres triangulaires centrés qui sont avant lui, qui sont le 1, le 3, le 6, le 9, le 12, le 15. On arrive à 46 et on peut continuer comme ça, c'est assez marrant les mathématiques. Bon voilà. Bon, trêve de plaisanterie. Le sommaire d'aujourd'hui, comme d'habitude, on aura nos points principaux, donc de communication, on vous parlera des échanges qu'on peut avoir, en particulier en ce moment avec les éditeurs scientifiques français dans une opération qu'on a lancée. Thomas en parlera peut-être un petit peu. On a eu un comité de coordination restreint. On va parler d'analogistes, d'améliorations sur EasyParse, une bonne petite section aussi sur NPWall où ça avance bien. Et puis on progresse toujours sur EasyMesure. On vous montrera des choses assez jolies. Et puis on abordera notre nouveau point qui est ReadMetrics. Donc on vous parlera de la discussion qu'on a eue avec l'Université du Minnesota et du fait qu'on commence à proposer une procédure de déploiement. Donc la première section, c'est la communication. On a eu 4 nouvelles installations d'EasyParse. On a fait 8 rendez-vous, donc ça a donné lieu à un peu plus de 7 heures de support. Dans les rendez-vous, on a des universités qui relancent leur installation. Il y a eu des mouvements de personnes, donc en fait, il y a des gens qui souhaitent se mettre à niveau par rapport aux installations qu'ils ont dans leur université, ou alors il y a des nouvelles installations, comme en Haute-Alsace. Voilà, on a eu un feedback et puis deux envois de contacts. Et puis on a eu 5 inscriptions dans EasyMesure, sachant qu'on est donc maintenant à 410, je crois. Oui, c'est ça, 410 utilisateurs EasyMesure. Ce slide, je l'ai intitulé Vers une mise en œuvre de ReadMetrics. Thomas, est-ce que tu es prêt à parler dessus? Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui. Donc le dispositif ReadMetrics, il est un petit peu multiforme ces derniers temps. Donc on parle de ReadMetrics pour deux choses en ce moment. On parle de ReadMetrics pour l'ensemble logiciel, l'empaquetage logiciel de EasyParse et EasyMesure dont on va faire la communication et la publicité auprès des collègues à l'étranger, donc des collègues qui travaillent en établissement ou en consortium en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, enfin partout où les collègues sont intéressés. Et puis on parle aussi ReadMetrics pour mener des projets plus exploratoires, comme celui dont il est question sur cette slide, et qui porte sur l'analyse des logs que collectent les éditeurs de leur côté quand il est fait accès à leurs ressources. Donc pour redire un peu le principe, quand on travaille avec EasyParse sur des logs établissements, on travaille sur ce que nous on appelle des logs sortants, c'est-à-dire un utilisateur qui sort de l'établissement pour aller vers une ressource, on le voit passer quand il sort, et les éditeurs, eux, voient arriver du trafic entrant sur leurs ressources. Et ils collectent des logs de la même façon sur leur serveur, et c'est ces logs-là qu'on se propose de traiter avec l'outillage EasyParse, EasyMesure, donc on appelle ReadMetrics.
Et c'est une proposition qu'on a faite aux éditeurs qui ont bénéficié du plan de soutien à l'édition scientifique française il y a quelques temps. Donc Cairn, Open Edition et EDP Science. Et donc on a commencé à discuter avec chacun d'entre eux pour voilà, leur proposer cette chaîne de traitement, cet outillage, et reverser des logs traités par EasyParse dans une instance particulière d'EasyMeasure qu'on va appeler ReadMetrics, et dans laquelle on va venir voir ce qu'on peut dire de ces logs, qui sont bien évidemment beaucoup plus larges en périmètre que ce qu'on a l'habitude de traiter. Parce qu'il s'agit de trafic entrant ben, a priori du monde entier. Donc nous, on va travailler seulement sur la partie qui concerne les IP françaises, et on va essayer de voir ce qu'on peut en dire, notamment sur la bascule de l'usage de ressources payantes vers des ressources de plus en plus en libre accès. Sachant que ces ressources-là, nous, côté établissement, on va de moins en moins les voir, puisque c'est des ressources pour lesquelles on n'a pas besoin de mettre en place un proxy, puisqu'on n'a pas besoin de mettre en place d'authentification pour accéder à ces ressources. Donc, on repère, côté établissement, on va reperdre progressivement la vue sur ce qui se passe sur des ressources auxquelles on n'a pas besoin de s'abonner. C'est des ressources pour lesquelles on va probablement payer des APC, mais c'est des ressources qui seront plus sous abonnement, et qui seront plus sous barrière payante, comme c'était le cas jusqu'à maintenant. Et donc, il nous faut un moyen pour continuer à voir ce qui se passe sur ces ressources-là. Et le moyen qu'on se propose de mettre en œuvre, ben, c'est celui d'aller analyser directement des logs éditeurs, puisque eux, ils vont continuer à voir arriver du trafic, que ce trafic soit en mode authentifié ou pas, quoi. Voilà, j'en dis pas plus pour l'instant. On est vraiment sur un projet exploratoire du point de vue de ce dossier-là. Après, la partie ReadMetrics qui va concerner les établissements à l'étranger, c'est quelque chose dont on a parlé un peu en détail à l'occasion d'un comité de coordination restreint qui s'est tenu il y a 2 semaines avec les partenaires resserrés des projets EasyParse et EasyMeasure, donc l'INIST, le CNRS, Couperin, et puis notre partenaire du Luxembourg, le consortium du Luxembourg. Et on se propose d'organiser dans les prochaines semaines un comité de coordination pour tous les membres du projet, comme on avait l'habitude de le faire jusqu'à il y a 2 ans, et puis qu'on n'a pas réussi à remettre en place depuis 2 ans pour les raisons que vous connaissez. Et ce sera l'occasion de discuter un peu des options stratégiques et des perspectives qui s'offrent à nous avec ce dispositif ReadMetrics, sachant que ça pose des questions sur la façon dont on va organiser le travail, parce qu'on se propose de desservir une communauté qui est bien plus large que seulement la communauté Couperin française qu'on servait jusqu'à présent, et puis d'aller taper un peu à l'extérieur. Et donc ça nécessite de mettre en place des mécanismes pour offrir du support, pas forcément par l'équipe EasyTeam actuelle, mais par d'autres acteurs, par exemple, et puis de voir des mécanismes de financement participatif pour pouvoir continuer quand même à faire vivre l'équipe qui travaille au projet actuellement. J'en dis pas beaucoup plus pour pas vous noyer sous les informations. On aura l'occasion d'en reparler justement à l'occasion d'un comité de coordination plus large dans les prochains temps. Donc vous serez tenu au courant de l'organisation de ce comité de coordination en temps et en heure. Dominique, je te laisse reprendre la main. Ouais, ok, merci Thomas. Je passe donc du coup à la section suivante avec Analogiste, et là c'est Fred qui va parler. Oui, bonjour. Alors, donc, on va commencer par les métriques d'Analogis. Donc, on a 511 plateformes qui sont recensées. On en a plus 41 depuis le sprint précédent. C'est dû au travail qui est actuellement fait par les collègues de l'OCLC, et en particulier Karen. Donc, j'en parlerai un petit peu dans un slide suivant. On a 360 parseurs qui sont actifs dans EasyParse. On en a plus 35 donc depuis le sprint précédent. Et on a 205 parseurs qui sont utilisés donc pour les établissements de l'ESR. Donc ça correspond à peu près à 56% donc des plateformes de l'ESR qui sont pris en charge par nos parseurs. Donc on a une petite baisse, hein, on avait 59% au sprint précédent. Et c'est dû justement
à la création de ces parseurs pour les plateformes américaines fait par le CLC. Ensuite, on a les chiffres donc d'EasyMeasure pour l'année 2020. Donc, on se rend compte quand même qu'on a pas loin de 90 millions d'événements de consultation qui ont été chargés donc, par les établissements de l'ESR. On a les 205 parseurs donc, que j'évoquais tout à l'heure. Et puis, donc, les plus grosses plateformes donc, qui ramènent des consultations, c'est Kern et Sciences Direct, et puis aussi Dalos pour les plateformes juridiques. Ensuite, on a nos fameuses journées parseurs qui sont organisées donc, avec Steven et puis Yannick, qui permet de mettre à jour de façon, je dirais, régulière, mensuelle, les plateformes. Donc actuellement, c'est l'établissement de la bibliothèque de Sainte-Geneviève avec Timothy Roni, avec lesquels on a beaucoup d'échanges. Et donc là, on a fait 4 mises à jour de plateformes donc, qui sont affichées sur l'écran, hein, donc Garnier numérique, Patrologia Latina Database, NCBA, donc c'est PubMed, et puis De Gruyter. Donc il y a un article de blog, hein, je vous invite à le consulter, qui relate toutes ces journées parseurs. On en fait un chaque mois et on donne les détails de toutes les mises à jour qui sont faites. Et puis, donc, comme je l'évoquais tout à l'heure dans le slide suivant, on a aussi 59 pull requests qui ont été validés par Yannick et Steven. Ça correspond au travail que fait notre collègue Karen de l'OCLC, donc pour les analyses de plateforme et les créations de parseurs. Donc c'est 59 pull requests qui correspondent à 53 plateformes et 6 mises à jour. Donc vous avez la liste de toutes ces plateformes entre le mois de septembre et le mois de décembre. Donc c'est un gros travail. OCLC commence à s'approprier tous les outils analogistes et puis la création des parseurs, et puis aussi travaille actuellement sur le middleware EBSCO. Donc il y a un gros travail à ce niveau, et donc ça fait augmenter, ça a de l'incidence sur les chiffres, sur les métriques que j'évoquais tout à l'heure. Voilà pour la partie analogiste. Ok, merci Fred. On passe à EasyParse. Donc on a fait des mises à jour. Et donc là, je passe la main à Steven. Donc, comme Dominique l'a dit, on a effectué des mises à jour sur l'interface d'EasyParse. Donc, notamment à la fin d'un traitement de fichier de log. Au niveau du rapport, on a rajouté un bouton « Télécharger le rapport », donc on peut voir en haut à droite, ainsi qu'une URL report qu'on va retrouver dans le rapport dans la partie générale, vu que celle-ci était manquante, et ça permet de pouvoir retélécharger le rapport plus tard. Donc on peut passer à la slide suivante. Donc par rapport à cette URL, dans notre cas, à nous, à l'INIST, on se retrouvait avec localhost 2.59.599, donc qui est l'adresse locale de l'instance EasyParse. Donc on a eu des retours d'autres établissements qui avaient à peu près le même souci. Alors, dans la configuration qui va être le config.local.json, on a rajouté une variable qui s'appelle EasyParseHostName, donc qui permet de mettre le nom de domaine de votre instance EasyParse. Et dans le cas où vous utilisez un reverse proxy, soit avec une configuration Nginx ou Apache, je vous ai mis les choses à rajouter dans les configurations des proxys. Donc on peut voir sur la capture d'écran qu'avant on avait localhost et maintenant on a dev.easyparse.org pour l'exemple. Autre mise à jour qui a été effectuée au niveau de l'interface, donc on a rajouté des champs autocomplétés, notamment au niveau des parseurs par défaut qu'on va retrouver dans les paramètres, mais aussi au niveau du champ filter plateforme, donc qui est un header avancé, mais qu'on a rebasculé dans les paramètres pour pouvoir avoir un champ autocomplété, donc juste rentrer le nom de la plateforme ou les plateformes, et que ce soit un peu plus simple à utiliser. Donc on a un article de blog qui en parle justement, donc je vous mets le lien dans le fil de discussion de la visio. Donc voilà.
Ensuite, donc on a eu un retour utilisateur sur une mise à jour d'EasyParse qui a échoué à cause d'une erreur core dump. Donc après recherche et test, on a trouvé la solution, donc on a transmis la solution à la personne qui nous a donné un retour positif. Donc on a décidé de rajouter une catégorie troubleshooting dans la documentation d'EasyParse, et on y rajoutera au fur et à mesure les erreurs qu'on peut trouver et leurs solutions. Donc n'hésitez pas à nous communiquer les potentielles erreurs que vous avez, et on essaiera de trouver une solution, ou si vous avez déjà trouvé une solution, de nous la transmettre aussi. Ok, c'était tout, Steven? Oui, c'était tout pour moi. Eh ben, merci. Donc, dans le sommaire, vous avez vu qu'il n'y avait pas de section production, mais ça ne veut pas dire qu'on ne travaille pas avec la production. On travaille toujours avec la production en tâche de fond. La dernière fois, on avait évoqué avec Laurent le fait qu'on était sur l'installation d'une infrastructure qui était destinée à recevoir l'API UnPaywall. Donc là, en fait, la dernière fois, on avait parlé de la vision système, et là, je voulais vous donner une vision un peu plus donnée sur ce cluster qu'on va mettre en place. Donc l'idée, ça sera d'héberger avec ce cluster de métadonnées les données NPWall, les données call HLM dont va parler Xavier tout à l'heure. Donc c'est les états de collection des abonnements qu'on a au niveau BIP CNRS. Et puis aussi des données référentielles CNRS qui vont nous permettre d'enrichir les données d'usage, en particulier de donner un nom au numéro d'unité et puis de savoir comment sont composées ces unités en termes de personnel. Donc voilà, c'est une vision, c'est un petit clin d'œil par rapport à EZ-Meta qui va venir. Ensuite, je passe la main Léo. à Léo, qui va nous parler donc au sujet de HLM, donc que je viens d'évoquer, une commande. Oui, donc bonjour à tous. Donc suite à la présentation du MVP à l'équipe négociation, la solution Elasticsearch Kibana pour explorer les données leur a beaucoup plu, et donc ils ont décidé de continuer sur cette voie-là. On va voir plus tard leur travail. Donc de mon côté, j'ai réalisé une commande pour mettre à jour les données HLM dans un Elastic. Donc pour le moment, cette commande elle fonctionne de manière très basique. On a premièrement une commande d'insertion. On va lui donner un fichier en paramètres et il va insérer son contenu dans Elastic. Et on a deuxièmement une commande qui va réinitialiser l'index, c'est-à-dire supprimer tous les documents qu'il contient. Donc cette commande elle sera utilisée pour automatiser la mise à jour des données. Donc ce n'est qu'un maillon de la chaîne. Donc les commandes insertion et réinitialisation seront utilisées régulièrement une fois qu'on aura accès aux fichiers de mise à jour de manière régulière. Et donc maintenant on va passer à la partie NPWall, donc le travail que j'ai réalisé. Alors, premièrement, donc dans la continuité de EaseNPWall, j'ai mis en place un système d'envoi de mail qui contient les rapports de mise à jour des données NPWall. Donc ce mail va s'envoyer à la fin des traitements. Donc on peut voir qu'il contient la date, son statut, si ça s'est bien passé ou non, ainsi que le rapport qui nous montre combien de lignes ont été insérées et le temps que ça a pris. Donc c'est tous les mardis, hein, je crois, que la mise à jour se fait. De mémoire, je l'ai mis tous les vendredis parce Tous que les ça vendredis. arrive que NPWall ait un peu de retard sur la publication de leur mise à jour. Alors ensuite, l'API GraphQL elle a été mise à jour. Donc pour rappel, GraphQL ça permet d'interroger EZ-NPWall de manière structurée. Donc anciennement, on pouvait requêter uniquement avec un tableau de DOI et on choisissait les attributs qu'on voulait obtenir. Maintenant, on a accès à plus d'attributs dans la requête. On peut ajouter n'importe quel attribut. On peut choisir par exemple d'obtenir uniquement ceux qui sont en open access en rajoutant l'attribut isoa égale true. On peut choisir uniquement une certaine licence dans le best allocation, comme je l'ai mis ci-dessous dans la capture d'écran. Et on peut aussi utiliser des intervalles, comme par exemple ceux qui sont publiés entre 2016 et 2018. Et tous ces attributs vont offrir plus de flexibilité à la requête et au client. Donc la commande EZU, elle a subi beaucoup de mises à jour. Donc pour rappel, cette commande, elle va permettre d'enrichir les données bibliographiques concernant les articles en open access dans un fichier qui contient un champ DOI.
Donc, on a ajouté 3 nouvelles commandes, la commande config, ping et task, et on a divisé l'ancienne commande enrich en 2 commandes distinctes, enrich.json et enrich.csv, donc j'y reviendrai un peu plus tard. Donc, la commande config, elle va servir à configurer l'URL et le port pour accéder à EZNPWall et permettre aux autres commandes de pouvoir interroger ce serveur. On a la commande ping qui va vérifier si la config de l'utilisateur qu'il a entrée, s'il est correct, mais aussi de savoir si le serveur est toujours actif. On a la commande task qui va permettre de savoir si un processus de mise à jour est en cours d'exécution. Si c'est le cas, on retourne son processus, et si ce n'est pas le cas, on dit qu'il n'y a aucun processus en cours d'exécution. Donc, comme je l'expliquais juste avant, on a maintenant 2 commandes d'enrichissement. Donc, on a enrich.json et enrich.csv. Donc, elles ont été séparées car on n'utilise pas les mêmes options entre du JSON et du CSV, puisque le JSON et du CSV, ce sont 2 types de fichiers qui ont une structure très différente, et donc la manière de les traiter sont aussi très différentes. Donc, le fait de les avoir séparés en 2 commandes distinctes facilite leur compréhension et l'utilisation, et ça permet de faire moins d'erreurs. Donc pour les 2 commandes enrich, j'ai rajouté une option, c'est l'option verbose qui va permettre d'indiquer pendant l'enrichissement combien de lignes sont enrichies. Donc on verra ça à la slide suivante. Et en plus de ça, il y a eu quelques correctifs qui ont été faits, on a corrigé l'aide et on a affiché plus de messages d'erreur. Donc sur ce slide, on peut voir l'option verbose, donc on voit combien de lignes sont enrichies par paquet de 100. Donc on voit de temps en temps, on n'a pas le DOI dans le EZNPWall, c'est pour ça qu'il affiche 99. Mais globalement, on a quand même un grand taux d'enrichissement. Alors, l'utilisation de la commande, donc ZU, elle va être branchée dans un processus régulier. Donc c'est déjà le cas actuellement. Donc ce processus, il fonctionne ainsi. Tous les jours, on a un fichier de log sur les consultations en open access de BIP CNRS. Ce fichier de log, il va être enrichi via la commande ZU que j'ai présentée précédemment. Et ce fichier enrichi, il va être inséré dans un élastique. Et donc, on peut voir les données enrichies dans un tableau de bord. Et donc, on peut visualiser ces consultations en open access. Et donc, ce qu'on a en plus par rapport à avant, c'est que maintenant, grâce à l'enrichissement, on peut voir plus d'informations, comme par exemple le titre de la revue, son genre, son type d'open access, savoir si c'est green, gold ou hybride, etc. On a vraiment beaucoup plus d'informations. C'est super. T'as fini, Léo? Oui. Je me permets de prendre la parole, Dom, c'est pour présenter Xavier. Donc Xavier, hein, c'est le membre invité de cette sprint 46. Il y a quelqu'un, j'entends respirer dans le micro, donc je ne sais pas qui c'est. Donc Xavier, donc on l'a invité pendant ce sprint 46, donc il fait partie de l'équipe négociation et on fait partie du même service d'ailleurs. Et donc on a participé tous les deux à une réunion des Scrum Masters et donc on lui a proposé de faire une immersion au sein de l'équipe pour qu'il puisse voir un petit peu comment on fonctionnait au niveau Agile Scrum. Et donc en plus, donc on lui a proposé de travailler sur son projet auquel il a initié l'état de collection HLM et puis de le présenter à la sprint. Donc je vais lui donner la parole maintenant pour qu'il puisse présenter son tableau de bord. Merci Fred, bonjour tout le monde. Donc vous pouvez voir à l'écran des captures d'écran d'un tableau de bord Kibana qui a été créé afin de visualiser les principales métadonnées des ressources électroniques du portail BIP CNRS. Et donc ce tableau de bord s'appuie sur des données de sauvegarde qu'on a extraites de l'outil de signalement qui est adossé au portail. Cet outil, c'est Holdings and Link Manager d'EBSCO, autrement dit HLM. Le besoin derrière ce projet provient de l'équipe chargée des ressources documentaires à laquelle j'appartiens, qui gère donc les négociations pour BIP CNRS. Et le contexte, c'est que l'INIST ne dispose plus de système de gestion des ressources électroniques, qu'on appelle aussi ERMS, depuis 2019, et l'outil HLM, qui lui a été conservé, montre vite ses limites dès qu'il faut visualiser
l'état des collections, fouiller dans les métadonnées, vérifier la cohérence de notre offre ou encore extraire des listes de titres qui sont ciblés. Et en parallèle de cela, il y avait la volonté d'explorer des pistes alternatives qui soient plus légères et plus innovantes, au lieu de réinvestir en fait directement dans un nouvel RMS. Et c'est donc là que la suite élastique Kibana et l'équipe EasyMeasure sont entrés en jeu, puisque avoir une telle maîtrise de la solution en interne à l'INIST pouvait être une aubaine pour satisfaire ce besoin de façon rapide et qualitative. Et d'où également la mise en œuvre de ce prototype. Alors, la difficulté avec laquelle il a fallu composer pour élaborer ce tableau de bord, c'est que BIP-CNRS, ce n'est pas un fonds documentaire unique, mais la fédération de 10 fonds documentaires distincts, un pour chaque institut du CNRS. Et en fait, il a fallu agréger 10 sauvegardes distinctes pour constituer l'index, et ce qui amène un total de plus de 4,3 millions de lignes, ce qui est beaucoup. Et l'autre difficulté qui est liée à ce que je viens de dire, c'est que en fait, beaucoup de ressources sont communes à plusieurs fonds. Et du coup, l'index contient souvent plusieurs enregistrements pour une même ressource. Par exemple, si une même ressource est présente dans 4 de nos bouquets, et si ces 4 bouquets sont signalés sur les 10 portails, eh bien la ressource totalisera 4 x 10, 40 enregistrements dans l'index. Et donc, ça peut monter très vite. C'est pourquoi, dans ce tableau de bord, il faut souvent aller et venir entre des comptages uniques sur les ressources et des comptages littéraux sur les enregistrements pour avoir un aperçu fidèle de l'état de nos collections. Ce qui est bien, c'est que Kibana fait cela à merveille et que le résultat livré est concluant. Le prototype a été présenté à l'équipe et validé. Ce qui se traduit par il y a une demande de mise en production qui se prépare, ainsi que d'autres tableaux de bord qui seront destinés à couvrir d'autres cas d'usage. Sur la slide suivante, on a un petit aperçu du tableau de bord en action. Alors, comme dans EasyMeasure, tout est filtrable et dynamique. Il n'y a que les données à la source qui changent. Et la structure du tableau, elle est finalement très classique. On part en haut des critères les plus généraux, les plus macros, et plus on descend, plus on va vers des critères spécifiques micro. Alors le tableau, il est assez profond parce qu'il juxtapose les 10 états de collection des 10 fonds. Mais justement, l'idée, c'est de pouvoir effectuer des comparaisons entre les uns et les autres. Et finalement, compte tenu de la volumétrie générale, le tableau arrive à rester compact et plutôt navigable. Et d'ores et déjà, avec les premières observations, on se rend compte que certains fonds censés disposer des mêmes ressources présentent finalement quelques disparités. On ne s'y attendait pas. Mais ces disparités sont mineures, heureusement, et elles seront correctibles assez facilement. Autre chose qu'on s'est aperçu, c'est que certaines ressources qui avaient été proposées en test par le passé dans le portail sont toujours signalées, alors qu'elles auraient dû être désactivées à la fin de la campagne. Bon, c'est des choses qui sont pas très problématiques en soi, mais au moins, voilà, ce tableau de bord permet de les faire ressortir, alors que c'était très difficile avec HLM, où les informations sont disséminées et nécessitent beaucoup de clics pour les obtenir. Donc voilà, là c'est un prototype, une première ébauche, affaire à suivre, notamment en ce qui concerne l'automatisation de la récupération des données de sauvegarde. Voilà, donc un grand merci à l'équipe EasyTeam pour l'invitation dans la sprint et pour leur accueil chaleureux, exceptionnel. Et donc j'ai vraiment perçu les atouts du cadre Scrum au niveau de la gestion du temps, de la focalisation sur l'essentiel et aussi au niveau de la communication sur le travail. Et donc je compte bien persévérer dans cette voie. Merci. Merci à toi, Xavier. Et puis, on espère que tu viendras encore participer à d'autres projets, et notamment la mise en route de ce tableau de bord en mode production. Avec Voilà. plaisir. On va continuer justement avec BIP-CNRS avec la prochaine slide, c'est le retraitement des logs de l'année 2020. Donc, on vous en parle régulièrement. Donc, au niveau des logs,
tous les mois, nous faisons une journée parseur avec des mises à jour de plateforme. Et donc, ça implique qu'à la fin de l'année, il est conseillé de retraiter tous vos logs pour pouvoir bénéficier de toutes les mises à jour de toute l'année, en fait. Donc, c'est ce que l'on fait aussi donc, au CNRS. Et donc, on remercie l'équipe eProd pour ce travail. Et donc, voilà, ces chiffres donc, montrent que donc, entre les données 2020 et le retraitement, on a gagné 106 011 articles avec les mises à jour donc, des plateformes. Donc, ce n'est pas une énorme augmentation en soi, mais c'est quand même, ça permet d'affiner les résultats et de montrer quand même l'efficacité de ces journées parseurs. Ensuite, pour la slide suivante, on reste toujours dans BIP CNRS. Et donc, on a mis en place le tableau BIP CNRS des consultations pour l'année 2021, donc, qui a été transmis à l'équipe portail et aux négociations. Et donc, sur le tableau, on voit qu'il n'y a qu'une barre. Bien sûr, c'est le mois de janvier. Donc, ce tableau va se remplir au fil des jours, puisque le traitement est bien sûr automatisé. Voilà pour la partie Easy Mesure de BIP CNRS. Et je laisse la parole à Steven. Donc au niveau de Easy Measure, donc on avait développé une commande qui s'appelait Easy Measure Admin. Donc on l'a mis à jour pour tout ce qui est la gestion des identifiants sushi, puisque certains d'entre vous nous avaient transmis des identifiants sushi dans des fichiers. Et donc vu qu'on développe les fonctionnalités, on doit les charger dans Easy Measure. Donc pour que ce soit plus simple et plus rapide, on a mis en place les commandes donc sushi add et sushi del, donc qui vont nous permettre d'ajouter des identifiants sushi, donc un ou plusieurs identifiants d'un coup à un établissement, et on peut aussi en supprimer, donc en choisissant l'établissement qu'on souhaite et ensuite choisir les identifiants sushi qui nous intéressent pour les supprimer. Donc Yannick vous parlera plus en détail de la partie sushi. Voilà. Donc du coup, on en arrive à la partie automatisation des chargements sushi. Donc comme disait Steven, comment je dirais, on a travaillé sur déjà sur cette commande qui nous permettra d'enregistrer plus facilement qui nous ont permis plutôt d'enregistrer plus facilement les identifiants qu'on a déjà à notre disposition. Et du coup, maintenant, on a travaillé sur le chargement en utilisant ces identifiants. Donc, étant donné que c'est quelque chose qui est très rébarbatif, je ne vais pas vous pomper avec des requêtes HTML, du JSON de partout. Donc, j'ai essayé de schématiser un peu ça. Alors, comment que ça se passe? L'API EasyMeasure a des routes qui permettent d'initier les rapports, l'importation de rapports. Donc, ces routes ont vocation à être utilisées de manière régulière dans des scripts qui seront probablement journaliers ou mensuels, remarque plutôt. Et donc, du coup, ces scripts vont faire appel à cette route, comme par exemple, on va demander à l'API d'EasyMeasure importe-moi le mois de décembre 2020, par exemple, de Wiley, disons. À partir de là, l'API d'EasyMeasure va télécharger le rapport chez Wiley, le vérifier, tout ça, et l'importer dans Elasticsearch. Étant donné que cette étape peut prendre relativement longtemps, en particulier le téléchargement du rapport, cette étape-là, elle est faite de manière asynchrone, c'est-à-dire que EasyMeasure va démarrer une tâche d'importation et il va nous renvoyer un identifiant de tâche. Là, par exemple, on a l'identifiant de tâche numéro 42. Et cet identifiant de tâche, on va pouvoir le requêter plusieurs fois pour en demander l'endroit où ça en est. Donc, du coup, on lui dit où en est la tâche 42. Il va nous répondre « Ah, bon, bah, c'est encore en cours ». On va pouvoir éventuellement regarder les logs pour savoir où ça en est. Et au bout d'un moment, quand il va finir par terminer sa tâche, il va nous répondre « Ok, d'accord, la tâche est terminée. Il y a eu tant de documents insérés ». En sachant qu'un document, en l'occurrence,
ça correspond, enfin un document au sens Elasticsearch, ça correspond à une statistique pour une revue sur un mois. En fait, c'est l'équivalent de ce qui est actuellement dans les index publishers que certains utilisent déjà. Et donc, du coup, pour détailler un peu les étapes de ce qui se fait pour l'importation, ça se passe en 3 étapes. La première étape, qui est généralement la plus longue, consiste à télécharger le rapport. Et donc, du coup, EasyMeasure commence par vérifier qu'un rapport est présent. Si jamais le rapport n'est pas présent, il va vérifier qu'il n'est pas déjà en cours de téléchargement. Dans le cas où il est en cours de téléchargement, on va se contenter d'attendre que le rapport soit téléchargé. Si jamais ce n'est pas le cas, on va initier le téléchargement. Et une fois qu'il sera téléchargé, on pourra passer à l'étape suivante. Donc, une fois qu'on a récupéré le rapport, on va le valider. Donc, il y a plusieurs types de validation, c'est-à-dire qu'on va déjà le valider de manière purement structurelle, c'est-à-dire que le rapport, c'est un rapport Sushi, donc il doit correspondre aux normes Sushi, et donc il doit avoir une structure telle qu'elle est définie dans la documentation sur l'API de Sushi. Donc, on va déjà vérifier ça, et potentiellement, à l'intérieur, on va vérifier que c'est le bon rapport, que c'est les bonnes dates, etc. Donc, dans le cas où le rapport est invalide, ça ne nous sert à rien de l'insérer. Donc, potentiellement, on va supprimer le rapport. On va mettre la tâche en erreur. Et dans les logs, on pourra voir pourquoi elle est en erreur. Et si jamais le rapport est valide, on va parcourir les différentes statistiques qui sont contenues dans le rapport et on va les insérer dans Elasticsearch. Et c'est là que la tâche sera terminée. Donc du coup, tout ça, c'est pas forcément très visuel. Les images, c'est quand même un petit peu mieux. Donc on a commencé à travailler sur l'interface qui permettra de visualiser l'historique des imports. Donc je précise que les importations Sushi, ça a vocation à être automatique, à être régulier. Donc, vous n'aurez pas forcément la main là-dessus. Par contre, évidemment, vous pourrez voir dans l'interface du formulaire Sushi l'historique des tâches associées à vos identifiants Sushi pour savoir si ça s'est bien passé ou non et quand date la dernière importation. Donc voilà à quoi pourrait ressembler l'interface. C'est encore un travail en cours, donc c'est une petite avance rapide. Voilà. Ok, merci Yannick. Bon, après c'est un peu dense, et puis s'il y a des questions, bien sûr on les prendra à la fin. Et là on aborde notre dernier point qui est Readmetrics. Et là c'est encore Thomas qui va parler, s'il veut bien. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Ouais, c'est bon. Du coup, je réembraye sur Readmetrics, donc j'en ai déjà dit quelques mots tout à l'heure. Là, on parle de la modalité Readmetrics pour les utilisateurs à l'étranger, et en particulier de ce qui nous est arrivé pendant les congés de Noël, c'est-à-dire une demande spontanée d'un consortium situé au Minnesota, qui s'appelle le PALS, PALS, qui représente à peu près une cinquantaine d'établissements, parmi lesquels 37 grandes écoles et universités. En fait, c'est des collègues qui avaient entendu parler d'EasyParse par le biais des listes de diffusion, parce qu'on tâche de parler d'EasyParse quand il s'agit quand le sujet de l'analyse des logs d'un EasyProxy fait son apparition. On a une sorte de veille comme ça où on dit bah voilà, il existe EasyParse. Et de fil en aiguille, les collègues en question ont trouvé la publicité pour EasyMeasure et puis pour Readmetrics. Ils nous ont envoyé un message pour nous demander est-ce qu'on faisait bien ce qu'on disait qu'on était en train de faire. Donc on leur a dit bah oui, on n'a qu'à en discuter. Et donc on a eu un premier rendez-vous avec ces collègues-là, et ils sont très intéressés parce que ils opèrent pour leurs membres des instances d'EasyProxy pour l'accès à la documentation numérique payante. Et du coup, ils nous ont proposé de nous servir de cobaye pour tester la mise en place de Readmetrics. Donc on a eu accès à une collègue qui aura probablement le rôle de correspondant documentaire, et puis d'un collègue qui aura probablement le rôle de correspondant technique, qui a l'air assez au point sur
sur le volet de la virtualisation, etc., qui ne travaille pas trop avec Docker, mais qui a l'air d'être quand même au point sur ce type d'outil, et qui s'est proposé de dérouler les scripts d'installation dont Steven va vous parler dans la diapo d'après, et puis de nous faire des retours, et de nous aider à proposer un processus d'installation et de mise en route de ReadMetrics déjà testé, et puis de nous faire un retour sur l'endroit où il rencontre des difficultés, etc., pour que nous, on puisse caler un peu ce qu'on va proposer à l'extérieur. Parce que là, on passe vraiment de laisser les établissements installer EasyParse et opérer pour eux EasyMeasure à une modalité d'utilisation où, en gros, chaque établissement hors France va récupérer à la fois EasyParse et EasyMeasure et sera en charge d'installer les deux briques et de les faire discuter entre elles. Donc, ce qu'il faut qu'on arrive à proposer, c'est ce qu'on avait fait pour EasyParse depuis qu'on a commencé EasyParse à la début 2013, c'est d'arriver à avoir quelque chose qui s'installe facilement et pour lequel on a déjà de la documentation complète sur ce qu'il y a à faire quand on essaye d'installer et quand on essaye de lancer ces services-là. Donc voilà, on vous tiendra au courant on devrait faire un point avec ses collègues américains dans quelques semaines, une fois qu'ils auront pris le temps de se familiariser avec les outils et de faire les premiers tests, et puis on vous tiendra au courant de comment ça se passe. Voilà sur ce point-là. Ok. Donc, comme Thomas l'a dit, donc on est en train de travailler sur une documentation pour l'installation de ReadMetrics. Donc, sur cette diapositive, vous pouvez retrouver l'adresse URL de la documentation. Donc, pour le moment, on va dire, c'est une ébauche. On a mis le principal au niveau des prérequis, de l'installation, comment utiliser les commandes et des variables d'environnement. Donc elle sera mise à jour au fur et à mesure, et si vous avez des retours à nous faire dessus, on est preneur de toute critique. C'est bon? Oui. C'est bon, Stephen? Merci, Steven. Et puis, donc, on va passer au prochain rendez-vous. Donc, on arrive à la fin de cette sprint. Donc, prochaine sprint review, donc la SR47 prévue le jeudi 25 février et puis la SR48 le 25 mars. Les réunions GTAO et Open Edition à Counter, c'est toujours en attente. Et puis la réunion GTI, donc il faut noter que on a Thomas Junot qui va céder donc le flambeau de l'animation du groupe GTI à Jacqueline Gillet. Voilà, donc et puis les créneaux à venir, eh bien, on est en attente du doodle pour le prochain rendez-vous, donc on vous le communiquera dès qu'on le saura. Et puis Dominique va nous parler de la ligne de vie de 2021. Oui, là on repart sur une nouvelle année. Donc bon, j'ai pas mis 2020, mais sur 2021, on a plein de choses à faire. Bon, on a des choses qui bougent, hein, qui reculent un peu parce qu'on est toujours un peu trop ambitieux par rapport à ce qu'on voudrait proposer. Mais on avance quand même bien, et donc là vous voyez ce qui va venir. En particulier, on a déjà commencé à évoquer les tableaux de bord BibCNRS, CallHLM, la commande ZU hein, qui est livrée. Le tableau de bord BibCNRS avec les consultations en open access. Et puis on va travailler un peu plus sérieusement aussi sur une série d'enrichissements en fait, donc avec EZ Meta, une fois qu'on aura mis ça en exploitation, on va pouvoir enrichir les données de consultation avec un certain nombre d'informations qui vont potentiellement être liées à l'open access, être liées aux états de collection BibCNRS, qui peuvent être liées aux informations CNRS, etc. On va finir par finaliser l'automatisation des chargements sushi, donc ça devient sérieux, hein. Vous avez vu les écrans que vous a montré Yannick, c'est bientôt disponible. Et puis on va travailler aussi sur le reporting pour avoir du reporting encore plus joli avec quelque chose qu'appelle Vega. Voilà. Donc
c'est ce sur quoi on va s'orienter. Si vous avez des besoins, vous nous les soumettez. Si vous avez des remarques, des fonctionnalités qui vous paraisseraient intéressantes de mettre dans EasyMesure, on est à l'écoute et puis on en discute. Et puis si vous avez des difficultés pour installer EasyParse, pour faire des analyses de plateforme dans Analogist, ou même découvrir vos tableaux de bord et créer des visualisations, alors vous pouvez nous contacter. On ne fait plus de formation en présentiel, bien sûr, en ce moment, mais on fait pas mal de supports en visio, donc des petits groupes d'une heure. Donc on en a pas mal depuis le début de l'année. Ça continue au mois de février. On a pas mal de visios qui sont prévus, mais on est toujours à votre écoute et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d'aide. Et puis on vous remercie Oui, de donc votre là, participation. ouais, merci. Ok, Merci. Bonne À journée à bientôt, tous. bonne fin de journée. Merci, bonne journée. Au Bonne revoir, journée. bonne journée. Bye bye. Au revoir.